Alors bonjour, mon nom est Pierre Lefebvre. En 1941, pendant qu'il était prisonnier de guerre des Allemands, l'écrivain français Georges Yverneau a noté dans un de ses carnets quelque chose que je trouve très troublant. Les familles désunies, c'est vraiment triste. Mais il y a pire, les familles unies. On peut se dire, c'est sûr que c'est une boutade. Mais les circonstances dans lesquelles Yverneau se trouvait quand il a écrit ça peuvent aussi nous amener à penser qu'il le croyait vraiment. C'est quand même quelqu'un qui était privé de sa liberté parce qu'une idéologie totalitaire avait mangé un pays tout entier, puis qu'après ça, ce pays-là s'est essayé à manger le restant de l'Europe au grand complet. Passer le plus clair de son temps à s'engueuler ou même à s'envoyer chier, c'est bien évidemment d'une grande tristesse. Mais parler d'une seule voix, c'est encore plus dramatique. Quand on en arrive là, c'est qu'on a touché le fond. Ça veut dire qu'on a réussi à réduire au silence tout ce qui ressemble, de près ou de loin, à de l'opposition. Notre sens de l'histoire a beau être un peu mou, on se doute bien qu'un pouvoir qui n'a pas d'opposition est rarement une super bonne nouvelle. Que sans opposition, on ne peut pas parler de démocratie, puis je dirais même que sans dissonance, je ne suis pas certain qu'on puisse parler d'humanité. Pour s'en convaincre, on a juste à se plonger dans les mythes grecs, ou même dans la Bible, ou si ces affaires-là vous font trop capoter, dans la littérature. Quand on lit Beckett, Balzac, Shakespeare, VLB, Miron ou Saramago, ou même quand on est juste assis, tout seul, à rien faire, dans sa cuisine ou dans le métro, on se rend bien compte qu'un individu parle rarement d'une seule voix. On se rend bien compte que nos désirs, nos envies, nos pulsions, nos remords, puis nos rages sont bien souvent contradictoires, puis que c'est pas toujours facile de déterminer ce qui, en nous-mêmes, pourra nous donner un peu de grâce, nous apporter un peu de paix. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les familles désunies nous achalent autant que ça, parce qu'elles nous ressemblent. Il n'y a rien comme une famille désunie pour nous rappeler notre condition humaine, pour nous remettre en pleine face que c'est jamais simple, puis qu'on en bave, puis qu'on se fait vraiment trop souvent chier. Bref, il n'existe pas grand-chose qui incarne mieux qu'elle l'angoisse de vivre qui se trouve tapie en chacun de nous. Les familles unies, c'est le contraire. Quand on les regarde de loin, on se dit « calvaire, enfin, un peu de silence ». On se dit « hostie que ça fait du bien, on va pouvoir souffler un peu ». C'est quand on les regarde de plus près que ça se gâte. Parce que si les familles unies sont homogènes, c'est qu'elles ont pris la peine de scraper tout ce qui pouvait faire déraper les photos de famille. Faudrait quand même pas qu'il y ait une couette qui dépasse. Si les familles unies sont unies, c'est qu'elles ont réussi à faire taire, à étouffer, à écraser tout le bordel puis toute l'euphorie que chacun d'entre nous porte au creux de lui-même. Ça leur permet de dire qu'au contraire des familles désunies, elles sont raisonnables, elles. Si les familles désunies donnent souvent l'impression de juste être une grosse gang de sauvages, c'est parce que les liens qui les unissent sont ambigus, complexes, mélangeants. Mais ça, c'est à cause du truc qu'elles ont trouvé pour vivre ensemble. Un truc bien compliqué. On appelle ça le politique. De leur côté, les familles unies n'ont pas pour vivre ensemble, parce que vivre ensemble, ça les intéresse pas. Ce qu'elles veulent, c'est être unies. De leur côté, donc, les familles unies, pour rester comme elles sont, ont recours à n'importe quoi dans la mesure où c'est simpliste. La religion, par exemple, ou le nationalisme. N'importe quelle bébelle capable de mobiliser tout le monde ou de les faire se revirer sur un dixaine juste en claquant des doigts. Bon, c'est sûr que la tentation d'appartenir à une famille unie, tout le monde connaît ça. Puis c'est vrai que c'est réconfortant. Comme on n'est pas plus fin que les autres, c'est une tentation qu'on connaît aussi, surtout qu'il nous est arrivé de succomber. Ce qu'il y a sans doute de plus triste dans la Confédération canadienne de 1867, c'est bien d'avoir fait des descendants des colons français une famille unie. Contrairement à ce qu'on pense, ça n'a pas toujours été le cas. En Nouvelle-France, quand c'était Champlain qui renait le show, c'était une autre affaire. Puis quand Papineau fomentait au Bas-Canada son projet de république aussi. Malheureusement, ces projets-là, comme celui de Champlain, s'est cassé la gueule. C'est d'ailleurs le principal grief que les familles unies font aux familles désunies. Vous le voyez bien que ça ne marche pas vos affaires. Bon,
On peut toujours se réconforter en se disant, comme Jacques Ferron, que 1837 a été de bon profit, que de peu de pendus, on a fait beaucoup de héros. Mais c'est quand même à la suite de cet échec-là que ça s'est gâté comme il faut, puis que les familles unies ont commencé à prendre le devant de la scène. Je sais bien qu'on avait des circonstances atténuantes, qu'après les rébellions, on a bien vu que la politique était bloquée. Se jeter, comme on le fait, dans les bras de l'Église, qui était la seule institution qui nous restait en propre, a donc été un geste de quasi-noyé qui s'accroche à la première patente qui flotte encore à côté de lui. C'était pas le temps de faire la fine bouche. Puis c'est comme ça qu'on est devenu Canadien-Français. Puis c'est comme ça qu'on est devenu une famille unie. Puis ça, même si c'était pour survivre, ça nous a coûté cher. Allez vous acheter un Ouija, puis demandez-le à Jean-Charles Harvey, à Adélard Godbout, à Joseph Guibard, à Monseigneur Charbonneau. Ils vont vous le dire, eux autres, que ceux qui chantaient pas au diapason se faisaient chier correct au Canada français. Être une famille unie pendant 100 ans, ça nous a coûté cher en Christ, puis le pire, c'est qu'on n'a pas fini de payer. Encore aujourd'hui, ça nous fait de la grosse peine quand on ne parle pas d'une seule voix. Je me dis d'ailleurs que c'est pour ça que, même après la Révolution tranquille, on a préféré se rappeler du Canada français comme d'un tout homogène, comme si, malgré la laïcisation de la société, l'ombre de la famille unie continuait à nous pourrir la vie. On peut bien donner une station de métro à Lionel Groulx. Heaven forbid qu'on a refait l'un à un gars comme Fleury-Mesplet, qui a fait de la prison pour avoir trippé sur Voltaire, puis publié, sans jamais se tanner, des pamphlets anticléricaux. En oubliant les brasseux de cage canadiens-français, je pense que les Québécois se sont surtout donné une bonne conscience. Rire de la grande noirceur d'antan, c'est pas mal plus facile que de faire face à celle qui nous étouffe. Surtout qu'il ne faut pas... Surtout qu'il ne faut pas oublier que les familles unies ne sont pas plus connes que les autres. Je veux dire par là qu'elles apprennent de leurs erreurs, puis qu'elles aussi, elles savent être de leur temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elles sont plus subtiles. Elles se méfient encore autant du politique, mais au lieu de reprendre les vieilles recettes qui commencent à battre de l'aile, elles se sont plutôt tournées vers d'autres avenues plus hip, plus jeunes, plus cool. Puis la plus efficace qu'elles aient trouvée jusqu'à maintenant, ça reste quand même l'économie. Les familles unies font dans l'économie aujourd'hui, plutôt que dans la religion, le nationalisme, parce que l'économie est peut-être le plus beau contraire du politique auquel on puisse penser. Regardez Harper, regardez Charest, c'est pas pour rien qu'ils ont juste ce mot-là à la bouche. Le politique, c'est la question des fins. C'est où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Avec qui? Pourquoi? L'économie, c'est le contraire d'une fin. C'est un moyen. Parler d'économie comme si c'était une fin en soi, c'est la pire perversion du discours politique. Surtout depuis qu'on a eu le flash de nous faire avaler que l'économie était une espèce de phénomène naturel. Écoutez-les, les nouvelles économiques. On dirait des bulletins de météo. Inflation, déflation, croissance, décroissance, reprise, crise, récession. Ce qu'on nous dit toujours au final, c'est « il pleut, mettez votre parapluie ». Il fait soleil, mettez votre crème solaire. Il n'y a rien à faire, rien à dire, circulez, go shopping. Or, l'économie est un phénomène culturel, comme la langue ou les mathématiques. Et un fait culturel, même si ce n'est pas toujours facile, c'est quelque chose qui se change. En nous répétant que le cadre économique dans lequel on évolue est à peu près aussi inévitable que l'orbite que décrit la Terre autour du Soleil, ce qu'on nous susurre, en douce, c'est qu'il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Soyez raisonnables, soyez lucides. Vous allez voir, tout ira bien. C'est peut-être ce qu'il y a de plus génial avec la raison économique. Ça demande encore moins d'efforts d'y souscrire que la religion ou le nationalisme. Même si c'est juste en dose homéopathique, la religion puis le nationalisme nous demandent quand même de croire à quelque chose de plus grand que nous-mêmes, même si c'est juste à une niaiserie comme le ciel ou le destin de la nation. En plus, ça coûte rien. Tout ce qu'il faut faire, c'est entretenir un minimum syndical de métaphysique dans le corps social, souffler une fois de temps en temps sur les braises de notre désir d'avoir un autre genre de vie, que ce soit dans l'avenir ou dans l'au-delà, ou les deux. Avec l'économie, on n'a même pas besoin de se donner ce trouble-là. Tout ce qu'il faut pour que la mayonnaise prenne, c'est de l'insécurité puis des envies.
Mais matériel, les envies, sinon ça fuck toute la patente. Ce qu'il y a de magique en plus, c'est que dans la mesure où ils peuvent choisir leur marque de char, de jeans, de running shoes, leur sorte de chip, leur banque, leur carte de crédit, puis le design de leur tatou, les membres des familles unies ont le sentiment d'être libres. Puis si t'es libre, t'es content. Puis si t'es content, ferme ta gueule. En terminant, j'aimerais vous laisser sur une autre citation. Un soir, en niaisant sur YouTube, je suis tombé sur un gars qui disait qu'il n'y a rien de plus facile que de faire partie d'une communauté. Tout ce qu'il faut faire, c'est en choisir une, s'en approcher, puis écouter. De la minute où il y a quelqu'un qui dit une connerie, puis il y a toujours un qui finit par en dire une pas pire, vous vous rapprochez encore plus, puis vous dites « je suis pas d'accord ». Bingo, vous faites partie de la gang. Ce que je rajouterais à ça, c'est que si on vous répond « Comment ça, pas d'accord? Explique-toi qu'on s'engueule un petit peu », c'est que vous êtes tombé sur une famille désunie. Si on vous répond « Toi, tais-toi », c'est que vous êtes tombé sur une famille unie. Dans ce cas-là, je vous souhaite bonne chance parce que vous allez en avoir de besoin. Merci.